Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La notion de race au XVIIIe siècle en France et aux États-Unis. Elise Marienstra. Bien avant l'invention d'une science prétendant ériger la notion de race en système et en tirer une théorie, puis une doctrine connue sous le nom de racisme, nombreuses sont les sociétés qui ont fondé leur identité sur le principe de différenciation avec l'autre et ont valorisé cette identité en la situant au sommet d'une hiérarchie raciale ou, plus largement, ethnique, s'appuyant dans les sociétés traditionnelles sur des mythes où découlent les noms que se sont donnés certains groupes et qui signifient les hommes, les êtres humains ou les bons, etc. Dans les sociétés modernes, le racisme, élaboration de fantasmes, de théories et de pratiques discriminatoires, y compris génocidaires, est une dérive de la notion de race, telle que les savants depuis le XVIIIe siècle en ont fait l'unité de base d'une taxinomie anthropologique. C'est cette première division systématique de l'espèce humaine en races qui nous retient ici, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle surtout, une formule préférable en l'occurrence à celle de siècle des Lumières. Sans pour cela adhérer au récent parti pris contre l'influence des Lumières 19, on tentera de saisir le caractère contradictoire, composite, encore plein des fantasmes d'autrefois mais aspirant à mieux éclairer le monde grâce à la raison, de cette époque où se dissit souvent l'aspiration collective et individuelle au bonheur, la croyance dans l'avènement ultime de la liberté universelle, l'universel enfin recomposé dans la paix fraternelle au sein de L'. Espèce humaine, cette espèce dont toutefois, la diversité semble démentir l'unité revendiquée. Le mot « race », apparenté aux mots espagnol et italien tous de la même origine latine ratio selon le petit Robert, ou encore génératio dans des étymologies plus hasardeuses et non pas radix que réfute Littré, est utilisé depuis la fin du XVe siècle avec le sens le plus commun de descendance ou d'ascendance appliqué à des objets très divers, le seul trait commun à toutes les occurrences étant la référence à un collectif. Groupe de faune, de flore même, groupe d'hommes ou même l'espèce humaine tout entière. Il distingue en France au XVIIe siècle la noblesse d'épée qui est de naissance, des formes de noblesse acquises. Il porte alors un signe positif mais il peut prendre une connotation négative, ainsi Racine dans Esther, il fut des Juifs. Il fut une insolente race. Répandus sur la terre, ils en couvraient la face. Encore faut-il tenter d'ennoblir ou relever les races dans l'homme et dans les animaux. Comme le dit Buffon, cité par Littré parmi les 3 pages de citation que ce dictionnaire consacre au mot race, pour pallier la polysémie et souvent l'imprécision du terme. Un grand pas hors de cette confusion est franchi au cours du XVIIIe siècle, avec le souci de classer et d'expliquer l'ordre de l'univers. La classification des espèces naturelles situe l'humanité comme une seule espèce, celle-ci divisée en races. C'est alors qu'apparaît la contradiction majeure qui, du XVIIe siècle à nos jours, n'a pu être totalement résolue. Si l'humanité est une et si, comme s'en prévalurent les révolutions des droits qui tentèrent d'inscrire dans la praxis les principes énoncés par les Lumières, tous les peuples ont droit à l'égalité, comment concilier cette indifférenciation avec les différences que font apparaître les catégories raciales, comment concilier universalité et particularité? Les 2 contextes pertinents à cet égard sont ceux de la France accent aigu révolutionnaire et de l'Amérique révolutionnaire. Ils fournissent les meilleurs exemples de la conjonction entre science des races et formation nationale, ainsi que de l'inflexion réciproquement exercée à des moments cruciaux pour les pays concernés. La France révolutionnaire s'ingénie pour régénérer la vieille nation, à regrouper, inclure et unifier le peuple au sein de la République, alors que les États-Unis, où l'État préexiste à la nation, choisissent les composantes de la nation en formation pour en exclure les races indésirables. L'anthropologie au XVIIIe siècle, connaître, classer, maîtriser. On ne saurait mieux expliquer les débuts de l'intérêt pour la diversité des races que ne le fait l'abbé Raynal, au livre 1 de l'histoire philosophique et politique des 2 Indes. Il n'y a point eu d'événement aussi intéressant pour l'espèce humaine en général, et pour les peuples de l'Europe en particulier, que la découverte du Nouveau Monde et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance. Alors a commencé une révolution dans le commerce, dans la puissance des nations, dans les mœurs, l'industrie et le gouvernement de tous les peuples. C'est à ce moment que les hommes des contrées les plus éloignées se sont rapprochés par de nouveaux rapports et de nouveaux besoins. 23. Parmi ces besoins,
celui de comprendre en quoi et pourquoi les peuples récemment rencontrés diffèrent si visiblement de ceux qui les découvrent. De là naît une littérature anthropologique de voyage, souvent fantasque, parfois plus scientifique, une littérature scientifique et philosophique dont parmi nos contemporains, Michel Duché a rendu compte mieux que quiconque. Elle relève dans l'écriture du XVIIIe siècle les mérites d'une anthropologie balbutiante qui se veut scientifique, mais qui résonne d'une idéologie à la fois humaniste et ethnocentriste, fortement inspirée par l'idéologie coloniale 24. Pour notre approche de l'idée de race au XVIIIe siècle, l'ouvrage érudit de Michel Duché s'est révélé une source d'une extrême richesse. D'autres auteurs présentent sur la notion de race chez les philosophes des Lumières des éclairages instructifs. Ainsi Anne Thompson met l'accent sur le contexte religieux ou areligieux, notamment matérialiste et athée, des théories scientifiques à l'époque des Lumières. Elle montre la difficulté des penseurs à briser avec les vieilles croyances et expose à la fois la forme détournée sous laquelle le matérialisme, chez Diderot par exemple, se dessine dans l'approche des races humaines, et les limites de cette approche, dues aux conditions d'impossibilité du discours scientifique de l'époque. S'y ajoute le mobile abolitionniste qui forme l'arrière-plan moral de la plupart des théories sur l'humanité, au XVIIIe siècle. Précurseur d'une autre interprétation, Léon Poliakoff, dans son livre consacré à l'histoire de l'antisémitisme de Voltaire à Wagner, voit dans la science anthropologique du XVIIIe siècle l'une des sources du racisme pseudo-scientifique du XIXe et du XXe siècle. Quel que soit le regard porté sur cette époque, il faut prendre en compte les trois thèmes qui dominent les débuts de l'anthropologie. L'un est le souci de classer tous les éléments rassemblés par les explorations et les observations des voyageurs naturalistes en un système rationnel de la nature. L'autre remet sur le métier le questionnement pluriséculaire sur la nature et l'origine de l'homme. Le troisième est chargé des questions sociologiques politiques, et surtout morales, que se posent les réformateurs devant la crise qui se profile à partir du milieu du XVIIIe siècle en Europe comme dans le Nouveau Monde. La classification des espèces. La volonté de comprendre, après Newton, les lois qui gèrent le monde procèdent de l'anthropocentrisme qui, même chez ceux qui restent attachés à la conception biblique de la création de l'univers, donne à l'homme un rôle de sujet agissant par sa rationalité. Jusqu'alors, si les découvertes des siècles précédents ont éveillé la curiosité, elles ne faisaient pas encore partie, hors la pure doctrine théologique, d'une vision synthétique du monde. Les connaissances nouvelles n'avaient pas encore trouvé un principe d'ordre nouveau. Le premier grand classificateur, après le médecin Bernier qui n'alla pas au bout de sa tâche, fut le médecin et botaniste suédois Carl von Linné. Entre 1735 et 1770, il entreprit une gigantesque œuvre de classification systématique des trois règnes du vivant, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, à l'intérieur desquels il distinguait des espèces, celles-ci définies comme un ensemble d'individus qui engendrent par la reproduction d'autres individus semblables à eux-mêmes. Augmenté à chaque nouvelle impression, le système de la nature atteindra, à sa 13e édition en 1770, 3000 pages en latin. Linné a laissé un système, toujours en vigueur pour les plantes, de double nomenclature, en latin universel et en langue vernaculaire. Il fut aussi des premiers à inscrire l'homme dans le règne animal, d'abord parmi les quadrupèdes, puis au sommet des primates. Le principe premier de son système repose sur un credo qui est la fixité des espèces, laquelle découle pour l'homme de la création par Dieu d'une seule espèce Homo sapiens, mais divisée en 4 variétés. L'Homo europaeus que Linné dit ingénieux, inventif, blanc, sanguin et qui se gouverne par des lois. L'Americanus content de son sort, aimant la liberté, basané, irascible qui se gouverne par l'usage. L'Asiaticus, avare, jaunâtre, mélancolique, gouverné par l'opinion, et à l'apostrophe. Affaire, rusé, paresseux, néglige, noir, flegmatique, gouverné par la volonté arbitraire de ses maîtres. Ces races, réparties selon la géographie, sont pour Linné comme pour ses contemporains distinctes par la couleur de la peau, la forme de la chevelure, le tempérament, les mœurs. Dans la description, se mêlent des données culturelles et physiques, les unes pouvant être mais pas toujours la conséquence des autres. La différence entre l'homme et l'animal entre lesquels, soutenait-il au scandale des Français, il n'y a pas de frontière nette, tient à ce que l'homme et non pas l'animal, possède par définition une âme immatérielle. Linné ajoutait que c'est la possession naturelle de l'âme par la révélation de la Bible, qui fait de l'humanité une même espèce.
L'homme, créature de Dieu. Cependant, dans un moment où dans presque toute l'Europe et ses dépendances, la vision du monde autrefois imposée par l'autorité des églises était ébranlée, la question de la création commençait à faire problème. Certains auteurs ont l'audace, comme d'ailleurs Linné le bien-pensant, d'inclure les races humaines dans une pyramide qui inclut à la base l'animalité la plus primitive, puis qui s'élève au fur et à mesure, du développement de la faune jusqu'à l'homme, dont la différence avec l'animalité n'est pas tranchée. On retrouve là un équivalent de l'antique conception d'une chaîne des êtres platonicienne, organisée horizontalement ou verticalement, nettement refusée par Voltaire dans son dictionnaire philosophique de 1764, mais qui subsiste à l'arrière-plan de nombreuses classifications des races. Si Linné n'employait pas le mot race, on le trouvera fréquemment dans l'encyclopédie que dirigeront Diderot et d'Alembert, comme dans la Vénus physique de 1745 par Maupertuis, parfois chez Rousseau ou plus rarement Voltaire. Le terme désigne en général le genre humain tout entier, mais aussi parfois une seule race et alors il est péjoratif et désigne le plus souvent les Noirs, comme à l'article nègre de l'encyclopédie, où ils sont décrits en tant qu'esclaves avec des attributs physiques infamants concernant la peau, les cheveux, la forme du nez, des lèvres, aussi bien que des caractéristiques morales où domine le vice. Le mot race se diffuse rapidement à partir du milieu du siècle. C'est Buffon qui en est le principal théoricien, avec l'édition en 1776 des 36 volumes de son Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du Roy, dont le premier volume, qui paraît en 1749, permet déjà de voir en lui le véritable inventeur de la nouvelle science de l'homme. Il y annonce le caractère purement spéculatif de son entreprise, puisqu'écrit-il, « Plus on augmentera le nombre des divisions des productions naturelles, plus on approchera du vrai, puisqu'il n'existe réellement dans la nature que des individus, et que les genres, les ordres et les classes n'existent que dans notre imagination. » Buffon s'interroge sur l'individu et l'espèce, sur les caractères spécifiques de l'humanité, sur ses origines et son devenir, sur les rapports entre nature et culture, sur ce que nous appelons encore l'anthropologie. Déiste ou peut-être dit-on athée, Buffon plaçait l'homme au sommet de la pyramide des êtres vivants. Tout marque dans l'homme, même à l'extérieur, sa supériorité sur tous les autres êtres vivants. Il se soutient droit et élevé, son attitude est celle du commandement, sa tête regarde le ciel et présente une face auguste sur laquelle est imprimé le caractère de sa dignité. L'image de l'âme y est peinte par la physionomie. L'existence de sa nature perce à travers les organes matériels et anime d'un feu divin les traits de son visage. Son port majestueux, sa démarche ferme et hardie annoncent sa noblesse et son rang. Outre la supériorité de l'homme sur les autres espèces, il existe une hiérarchie à l'intérieur de l'espèce humaine elle-même. Les Européens me paraissent, écrit Buffon, supérieurs aux nègres, comme ces nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. Cette hiérarchie découle de l'effet des climats, des conditions physiques de l'environnement rencontrées par les hommes lors de leur dispersion. Au contact de climats chauds, humides, froids ou désertiques, l'homme originel comme l'animal a subi des altérations, une dégénération de l'homme blanc originel. Chez tous les auteurs, la hiérarchie parmi les races commence par le critère de la couleur, du plus clair au plus foncé, puis selon des caractères moraux qui sont censés accompagner l'aspect physique respectif de chaque race. Chez Buffon, l'esthétique est le critère le plus marquant. Ainsi, la pire race selon lui est celle des Lapons, uniformément laides et ayant tous les mêmes inclinations pour le vice. Leur seule marque d'humanité est qu'ils sont conscients de leur abjection. Sans s'écarter de la théologie chrétienne toujours présente, la science anthropologique naissante répand la croyance en une loi naturelle, dans une sorte d'acception générique qui régenterait tous les domaines de l'existence. Les races et l'origine de l'homme, polygénisme contre monogénisme. L'intense intérêt pour la différence sensible entre les humains provient naturellement de l'incohérence apparente de cette diversité avec l'unité générale de l'espèce humaine née de la création d'Adam. Adam fut-il le seul humain créé par Dieu? Sa lignée comprend-elle toutes les variétés d'hommes? C'est ce qu'affirment la Bible et l'orthodoxie monothéiste. C'est à quoi fait écho le monogénisme des philosophes qui sont évolutionnistes dans le sens d'une dégénérescence, ou fixistes selon qu'ils croient ou non que les traits acquis peuvent être réversibles ou qu'ils produisent des races définitivement différentes.
La question restera au cours des siècles extrêmement délicate aux yeux de l'Église, puisqu'il s'agit du récit de la Genèse divine, mythe selon les uns, certitude selon les autres, certitude avec des variantes pour d'autres encore. Si les polygénistes voient dans les races différentes des créations antérieures à Adam, il arrive aussi aux monogénistes de s'écarter du récit de la Genèse ou de l'interpréter librement. Au-delà de la théorie de la dégénérescence de Buffon, les monogénistes se divisaient en deux courants. Ceux qui voyaient dans les différences des causes accidentelles, c'est-à-dire environnementales et donc réversibles, et ceux qui y voyaient des causes internes, héréditaires. Dans cette Europe cosmopolite, les thèses d'Emmanuel Kant ajoutent une dimension philosophique supplémentaire. Sans être un naturaliste, certain lui aussi de l'unité de l'espèce humaine à ses débuts, le philosophe pense que les races proviennent de déviations principalement dues au milieu environnant. Mais il assure que les races ainsi formées sont fixes, cependant que le métissage, nécessaire, permet à certains traits de se transmettre d'une race à l'autre. D'où la variété par race croisée métissée ou race en formation. Les Indiens d'Amérique, ébauche de 1, au sein des 4 grandes races que distingue Kant et qu'il croit immuables, la race des Blancs, celle des Nègres, celle des Huns, Mongols ou Kalmouks, et la race des Indiens ou Hindoustans. Diderot de son côté ne voit que multiplicité illimitée dans les races humaines. Il leur attribue aussi une origine unique, mais en matérialiste, il explique leurs différences par des causes physiques. Les auteurs de l'époque ont tous quelques difficultés à prouver l'hérédité des facteurs internes de modification, puisqu'il s'agit de démontrer que le caractère acquis par l'effet d'un facteur immédiat sur une génération peut ensuite être transmis pour devenir caractère inné aux générations suivantes. Les auteurs ont essayé de spéculer sur un gradualisme dans la dégénérescence, les changements survenant par toute petite quantité et sur un long terme, mais il faudra attendre le XXe siècle pour découvrir le principe scientifique des mutations génétiques. Ces théories concernent surtout les Noirs, et il est temps de souligner qu'elles sont souvent le fait des abolitionnistes qui, comme on le verra aux États-Unis avec Benjamin Rush ou Samuel Stanhope Smith, attribuent aux effets des dures conditions de l'esclavage les traits lourds et mal formés des Africains, et l'inaltérabilité de leur couleur lorsqu'ils travaillent constamment courbés dans les champs de coton brûlants. Certains, dont le monogénisme tient surtout de la prudence, interprètent le récit biblique en historicisant la formation des races suivant la volonté divine. Soit Dieu aurait puni Caïn du meurtre de son frère et en aurait généré une race à part, soit la différence de couleur et de caractère entre blanc et noir proviendrait de la malédiction divine sur le fils de Noé, Cham, qui offensa son père et par là fut condamné à voir sa descendance mise dans les fers et peut-être noircie. Cette dernière hypothèse ne concerne pas les autres races et reste visiblement purement idéologique, mais elle servira la cause esclavagiste jusqu'au milieu du XIXe siècle. Quant aux Indiens, les Américains, comme on les nommait au XVIIe et XVIIIe siècle, ils donnèrent lieu lors de leur rencontre avec les conquérants espagnols à nombre de spéculations sur leur origine puisqu'on n'en trouvait pas trace dans la Bible. Furent-ils créés avant Adam, suivant l'une des théories jugées hérétiques par l'Église ? Étaient-ils une race subhumaine, comme y insistèrent les premiers conquérants qui justifiaient ainsi leurs exactions ? Mais dès le XVIe siècle, la papauté leur reconnaissait une âme capable d'être convertie, et par la suite les historiens et les philosophes leur chercheront une ascendance dans les tribus perdues d'Israël ou chez les Asiatiques dont ils seraient une branche migrante. La thèse polygéniste n'en subsista pas moins, chez Isaac de la Pereire par exemple, un huguenot d'origine juive converti au catholicisme. Se fondant sur la Genèse, il soutint que seuls les Juifs étaient issus d'Adam alors que les autres peuples de la terre descendraient des pré-adamites. La thèse polygéniste fut réfutée à maintes reprises, mais proliféra encore en Écosse par exemple avec Lord Cam ou Hume en France avec Voltaire. Celui-ci, déiste et anticlérical, ne s'embarrasse pas d'orthodoxie. Il construit une théorie selon laquelle chaque espèce, mot qu'il emploie plus souvent que race, a connu sa propre création. Il n'est permis qu'à un aveugle, écrit-il en 1756, de douter que les Blancs, les Nègres, les Albinos, les Hottentotes, les Lapons, les Chinois, les Américains, c'est-à-dire les Indiens, soient des races entièrement différentes. Il y a beaucoup plus de races qu'on ne pense. Il ne croit guère à l'influence du climat. Chaque nuance, chaque différence, produit une autre espèce, écrit-il, persuadé par ailleurs de la supériorité raciale des Européens. Bien que ne présentant pas les apparences de sérieux scientifiques comparables à celles de Buffon,
L'anthropologie voltairienne s'organise selon Michel Duchet, autour de 3 pôles. Tout d'abord le principe d'identité qui accorde à toutes les races d'hommes un instinct bienfaisant propre à l'espèce. Ensuite un principe de différence qui met entre les races de prodigieuses inégalités. C'est par là que les nègres sont les esclaves des autres hommes. Et enfin le pôle temporel, naturellement présent dans la pensée de Voltaire historien et qui l'empêche d'être totalement fixiste. Une fois formées, les espèces évoluent et les degrés qui les séparent se comblent partiellement sans que chacune perde son individualité. L'entendement à l'intérieur de chaque espèce, ou race, progresse, ouvrant la voie au progrès général de l'humanité. Les races et leurs mœurs. Dans l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les 2 Indes, de l'abbé Raynal, dont la première édition date de 1772, se retrouvent les débats qui opposent dans le siècle les différentes tendances du parti encyclopédiste. Cette œuvre immense que Raynal dirige plutôt qu'il ne l'écrit entièrement, doit beaucoup à Diderot, particulièrement sollicité par Raynal, mais aussi à de nombreuses sources, récits de voyage, œuvres philosophiques, écrits plagiés par Raynal ou directement recopiés par lui, contributions d'autres auteurs dont les divergences de vues ne gênent pas l'auteur principal de l'ouvrage. Yves Benoît, préfacier en 1981 d'une édition abrégée, signale la violence de ton de beaucoup d'auteurs qui traduit d'après lui, leur désespoir devant l'échec des tentatives de réforme de l'Ancien Régime et une tendance révolutionnaire que l'histoire, dit-il, contribuera à hâter, en même temps que l'espoir persistant chez certains, d'un triomphe pacifiste des Lumières. Cet ouvrage annonce la Révolution, écrit Yves Benoît, même si Raynal, qui y met des visées politiques réformatrices, n'est pas aussi radical que ses contributeurs. En lisant Buffon, ou Raynal, Lamétrie ou Condamine, ou encore Rush et Franklin, on peut s'étonner de l'ignorance apparente, de la fantaisie, des croyances obscures que ces auteurs admettent si facilement comme preuve, tout en réfutant brutalement certaines fables léguées par les anciens. Diderot, par exemple, dans sa contribution à l'histoire des 2 Indes signée par l'abbé Raynal, moque la fable qui donnait aux femmes de cette nation, les Hottentots, un tablier de chair tombant au milieu du ventre jusqu'aux parties naturelles. On a vérifié que ces femmes sont à peu près conformées comme on en voit beaucoup d'autres dans les climats chauds, où les organes extérieurs de la volupté, tant supérieurs qu'environnants, prennent plus de volume et d'étendue que dans les contrées tempérées. Pour une fable réfutée, Diderot en crédite une autre au nom de la théorie des climats, cependant qu'il élabore une autre fantaisie, celle-là fondée sur des arguments d'ordre culturel et non plus physique. Il est très vrai que les Hottentots n'ont qu'un testicule, vérité qui d'après Diderot s'apparente à la pratique chez les Juifs de l'amputation du prépuce qui est un moyen de dire à un autre « et moi je suis juif aussi ». De même, par l'amputation d'un testicule, un Hottentot dit à un autre Hottentot « et moi je suis aussi Hottentot ». Diderot relève que ces marques raciales procèdent de l'intérêt ou de l'utilité, nous dirions de la culture. Les philosophes contre l'esclavage et la colonisation. Chez beaucoup des philosophes du XVIIIe siècle, les remarques sur les différences physiques ou morales entre les groupes humains servent d'arguments destinés à condamner l'esclavage et même, chez Diderot notamment, à fustiger la colonisation. Ce même chapitre de l'histoire des Indes écrit par lui se conclut par un ardent avertissement aux Hottentots de l'invasion et la destruction imminente qui les menace. Fuyez, malheureux Hottentots, fuyez. Enfoncez-vous dans vos forêts. Les bêtes féroces qui les habitent sont moins redoutables que les monstres sous l'empire desquels vous allez tomber. Au chapitre 1 du livre 8 de l'histoire des 2 Indes, à la question posée par le titre « Les Européens ont-ils été en droit de fonder des colonies dans le Nouveau Monde ?» Diderot répond évidemment que non, et cela pour la raison de l'égalité des droits à la propriété, les autochtones étant propriétaires de leur sol par droit de naissance. Il est clair que les réflexions de Diderot sur les mœurs des sauvages ne traduisent pas une pensée scientifique, mais bien plutôt l'indignation qu'il ressent devant la corruption et l'avidité des peuples européens dits civilisés, et dont il dénonce, par comparaison avec l'innocence des primitifs, la barbarie, comme dans le supplément au voyage de Bougainville. Chez Diderot se vérifie parfaitement l'interprétation que font Anne Thompson, Michel Duchet, Yves Benoît, de l'anthropologie du XVIIIe siècle, largement guidée par l'abolitionnisme et la réflexion sur la colonisation. Montesquieu, dans la très humble remontrance aux inquisiteurs d'Espagne et du Portugal, Voltaire avec Candide ou l'essai sur les mœurs,
ou encore Rousseau, Diderot plaide contre l'arbitraire, l'oppression, les préjugés, la mise en servitude. Cette réflexion n'est toutefois pas univoque, et les philosophes du XVIIIe siècle n'échappent pas eux-mêmes à la fascination de l'idéologie coloniale, paradoxalement présente dans le premier chapitre de l'Histoire des deux Indes. Qui est-ce qui a creusé ces canaux? Qui est-ce qui a desséché ces plaines? Qui est-ce qui a fondé ces villes? Qui est-ce qui a rassemblé, vêtu, civilisé ces peuples? Et qu'alors toutes les voix des hommes éclairés m'ont répondu, c'est le commerce, c'est le commerce. L'intérêt économique n'est pas le seul sentiment qui s'exprime ici. Au-delà de l'assurance de la supériorité de l'homme civilisé, c'est-à-dire l'homo faber sur le sauvage, l'humanisme des philosophes leur fait en général affirmer une fraternité avec ces peuples. Tels sont les sentiments même de certains colons français des îles. L'on ne peut cependant se cacher, écrit le bailli Mirabeau, gouverneur de la Guadeloupe à son frère, qu'un nègre est un homme, et un philosophe dans ce pays donnerait peut-être la préférence au nègre, et dans une autre lettre, l'esclave, tout esclave qu'il est, doit être considéré comme un homme et moi je crois devoir aussi le considérer comme un frère. C'est encore ce gouverneur de la Guadeloupe qui écrit « Je suis ici à portée de bien connaître l'esclavage et toute son étendue. L'on a assez suivi les lois romaines sur l'esclavage, mais la couleur y ajoute une indélébilité physique. » À quoi son frère, le marquis de Mirabeau, fait écho dans l'Ami des hommes de 1758. Nos esclaves de l'Amérique sont une race d'hommes à part, distincte de notre espèce par le trait le plus ineffaçable, je veux dire la couleur, et qui, conséquemment, reçoit de la nature le type de son infortune. Les esclaves anciens étaient des hommes ressemblant à leurs maîtres. On retrouvera la même rhétorique dans les notes sur la Virginie de Thomas Jefferson à propos de l'impossibilité, au contraire de l'antique Rome, d'émanciper les esclaves dans son état, constitutif de la nation des États-Unis qui vient de naître. Colonie, race et nation. Le dilemme qui s'impose aux spéculations des philosophes et que résume admirablement Michel Duché à propos de la conception anthropologique du sauvage. Comment intégrer dans l'espèce humaine des nations entières qui désavouent sa haute nature? S'incarne dans la vie et l'histoire des nations pour lesquelles la diversité humaine contrarie le penchant à l'unité ethnique et politique de leurs habitants. Si les États-nations modernes ont commencé à prendre consistance environ 2 siècles auparavant en Europe, au XVIIIe siècle, ils ne sont pas encore perçus autrement que comme des communautés de culture, rarement encore telles qu'encadrées par les frontières de l'État souverain. Ce sont les révolutions du dernier tiers du XVIIIe siècle qui détermineront, aux États-Unis et en France, une nouvelle conception de la nation. Alors la manière dont les peuples se côtoient sera, elle aussi, redéfinie en fonction du contexte nouveau et elle influencera en retour la pensée philosophique et même scientifique. Colonie française, colonie britannique. 2 formes de colonisation. Le contexte de la période des Lumières est celui d'une colonisation qui bat son plein depuis 150 ans et qui, depuis lors, met les Européens en contact avec d'autres races, de manière que l'histoire et l'expérience des relations humaines corrigent les spéculations abstraites des penseurs. Cependant, dans le Nouveau Monde, l'expérience française et l'anglaise diffèrent profondément. Les Français, qui émigrent peu, se soucient surtout de faire de leurs colonies insulaires et continentales au nord du Saint-Laurent des sociétés de plantation commerciale pour les premières, des pointes avancées de la civilisation et de la souveraineté royale pour les secondes. Seuls s'implantent durablement, au-delà des quelques colons qui exploitent la vallée du Saint-Laurent et celle du bas Mississippi, des éléments militaires suffisants pour défendre la présence française, des ecclésiastiques chargés de répandre la foi catholique, des régisseurs et des contremaîtres qui font prospérer les plantations, sucrières surtout, des îles où ils dirigent et font travailler à mort une main des œuvres serviles importées d'Afrique. La Grande-Bretagne, qui a connu au XVIIe siècle une crise économique et sociale sérieuse, cherche à évacuer une partie jugée excessive de sa population. L'émigration anglaise vers l'Amérique supplantera d'au moins 10 fois le peuplement français au nord et dans les îles. À la pensée démographique malthusienne avant la lettre, s'ajoute progressivement un calcul empirique d'impérialisme mercantile. Le long de la côte atlantique, dans les 13 colonies qui formeront les premiers États-Unis, la colonisation prend à la fois la forme de l'expansion outre-mer de la métropole et la formation de nouvelles sociétés qui vont développer sur place une économie et des structures sociales et institutionnelles presque entières.
Seul reste absent le sommet de la pyramide sociale, la noblesse et le titulaire de la souveraineté ultime, le roi. C'est en quelque sorte un morceau de la société anglaise qui s'est déplacé au-delà de l'océan et qui, bien que tronqué au sommet, cherchera à reproduire au gré des circonstances locales, la culture, la société, les institutions de la métropole. Dans l'une et l'autre des provinces d'Amérique au nord du Mexique, 3 facteurs, démographiques, socio-économiques et culturels, vont déterminer l'acception locale de la race. Si la démographie est beaucoup plus faible dans l'Amérique française que dans la britannique, le déséquilibre des sexes y est aussi beaucoup plus marqué. D'où l'intérêt des colons français et de la monarchie pour l'intermariage avec les indiennes. Les administrateurs y voient le moyen de consolider l'enracinement français. Le clergé l'encourage dans l'intérêt du prosélytisme, malgré les réticences des récollets qui soulèvent le scandale du désordre et de la paillardise, comme le notent les sources de Gilles Avare 55. Il faut remarquer que l'attitude française à l'égard du métissage avec les Indiens n'engageait guère la question raciale. Les religieux en charge de l'évangélisation, tête de pont de la colonisation, n'admettaient pas la thèse polygéniste d'une ascendance préadamite des Indiens. Quant à la différence de couleur, elle ne joua guère de rôle avant le XIXe siècle. L'usage du terme peau-rouge fut tardif. C'est par leur différence culturelle que les Indiens étaient discriminés comme ignobles sauvages, ou au contraire montrés en exemple pour leur innocence primitive par les auteurs européens des Lumières. Il en est tout différemment dans les colonies fondées à partir de 1607 par l'Angleterre. Peuplées à l'origine par un contingent à grande majorité masculine, la Virginie, au lieu de puiser dans la population autochtone, s'est dès les années 1620 pourvue de femmes par l'importation d'Anglaises, servantes engagées ou anciennes délinquantes, ou encore simplement femmes de peu de moyens en quête d'un établissement. Après la fondation de la Virginie, le Massachusetts, par la grande migration de 1630 à 1640, comme par la suite les autres colonies formées au nord et au centre de la côte atlantique, sera peuplé par des migrants venus d'Europe en famille, parfois par villages entiers. Presque simultanément, la région d'immigration se dépeuple, le nombre des autochtones fondant sous l'effet des épidémies, de la paupérisation et parfois des massacres. Si le rapport démographique avec les Amérindiens tourna rapidement à l'avantage des Anglais, ceux-ci se méfièrent cependant longtemps de l'influence autochtone, comme ils craignirent, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, la révolte des Africains importés comme esclaves. Le climat semi-tropical où s'est installée l'économie de plantation permet de conjuguer à l'agriculture commerciale une économie de subsistance qui rend possible la survie et la croissance des familles. Au nord et au centre des colonies anglaises, la vocation au commerce au long cours, à la pêche, à l'agriculture et plus tard à l'industrie, ouvre aux colonies anglaises un avenir prospère complémentaire de la métropole. Enfin, troisième facteur, peut-être le plus déterminant. Ces colonies anglaises, à la fois autonomes et complémentaires de leur métropole, se doivent, sauf à se perdre dans l'inconnu d'une société sauvage, de reproduire au plus près possible dans le Nouveau Monde le modèle racial, culturel et social de la métropole. Par-delà la singularité de la colonisation de peuplement, elles ont un souci constant de préserver une identité anglaise dans le Nouveau Monde. Winthrop Jordan a bien montré l'importance de cette préoccupation qu'il prouve à contrario par le cas des colonies anglaises des Caraïbes, nettement plus métissées parce que le caractère de ces sociétés à majorité démographique noire, essentiellement tournées vers le profit, ne présente aucune possibilité de reproduire un modèle européen. Du système colonial à la nation-État unienne, il n'y aura pas de solution de continuité, la jeune nation indépendante veillant encore plus étroitement à se préserver blanche et civilisée, sinon anglaise, à l'égal des autres puissances. Quant à la France, après la perte de ses colonies américaines continentales en 1763, elle n'a plus à se préoccuper du problème de métissage avec les Indiens. Mais restant une métropole coloniale notamment aux Antilles qui pratiquent l'esclavage, elle se voit encore confrontée au problème des Noirs circonscrit à la question de l'esclavagisme. Juridiquement, la question de la démographie coloniale a été réglée par l'édit de 1685, dit Code noir. Dans une circonstance intéressante qui peut faire cas d'école en matière de race, la question de l'esclavage colonial et de la présence, même infime, de la race noire en métropole se trouve posée en relation avec la présence des Juifs en France ainsi qu'à Saint-Domingue, la plus riche des colonies françaises au XVIIIe siècle.
La France coloniale, Juifs et Noirs en métropole. Les Juifs constituent-ils une race dans les classifications anthropologiques du XVIIIe siècle? C'est selon, ou plutôt puisque, auteurs et acteurs de l'Ancien Testament, ils ont été faits hommes et élus par le truchement d'Abraham descendant d'Adam. Puisque leur couleur ne les distingue pas de la population qui les abrite, ils forment une partie de l'humanité semblable mais étrangère et communément discriminée, expulsée ou massacrée. Sur 27 millions de personnes que comprend environ le Royaume de France à la veille de la Révolution, on estime qu'il y avait environ 40 000 Juifs. C'est un nombre important si l'on se souvient que le droit de résidence des Juifs était tout au plus une tolérance, et ne tenait qu'à des édits qui survenaient entre d'autres édits d'expulsion. De manière générale, ils jouissent en France d'une sorte de liberté surveillée, jusqu'à leur émancipation prononcée par la Constituante et promulguée par Louis XVI en décembre 1791. Ils mènent par ailleurs des activités qui peuvent être lucratives, certains participant par le négoce et la plantation à l'entreprise coloniale française. Quant aux Africains importés aux colonies françaises de l'Amérique, ils restent en esclavage jusqu'au décret du 4 février 1793, signé par la Convention sous la contrainte des révoltes à Saint-Domingue. Contrairement à ce qui est décrit pour les Antilles anglaises, un préjugé de couleur s'est institutionnalisé dans cette île au cours du XVIIIe siècle, dénoncé par quelques libéraux comme Julien Raymond, un planteur esclavagiste métis. Délégué à l'Assemblée constituante, il dénonce vigoureusement l'évolution de ce processus qui conduit, malgré le code noir qui différencie noirs et métis, esclaves et libres, étrangers et citoyens, et encourage l'intermariage, à reléguer aux marges de la société les Noirs affranchis ou même nés libres, les cantonnant dans un statut de sans-droit civique à l'égal des esclaves, séparés des Blancs comme les Noirs par une barrière infranchissable. La différence de couleur vient se superposer jusqu'à S', y substituer, à la différence de statut. La colonie française de Saint-Domingue, première à s'affranchir par la Révolution d'un esclavage véritable, offre le paradigme d'une société esclavagiste dont le racisme s'élabore sur place de manière à consolider le pouvoir des Blancs propriétaires au moment où ceux-ci sont affaiblis par le métissage, et que l'idéologie aristocratique du royaume est minée par l'aspiration grandissante à la liberté universelle. Dans cette France des philosophes et des savants à la recherche d'une solution au dilemme diversité versus égalité, l'ambiguïté règne aussi dans les instances juridiques. L'étude de cas que nous livre Pierre Pluchon met en lumière le flou qui règne dans le traitement de la population étrangère, c'est-à-dire les nègres et les juifs, dans la France de l'Ancien Régime. En 1775, un navire venu de Saint-Domingue, le marquis de Lévis, débarque dans le port de Nantes un riche planteur et commerçant portugais Isaac Mendes France, originaire de Bordeaux et installé depuis une dizaine d'années à Saint-Domingue. Les deux esclaves qu'il va emmener avec lui à Paris sont Pampi, nègre créole âgé d'environ 30 ans, bon menuisier, et Julienne, couturière, environ 18 ans. À Paris, Mendes est poursuivi pour dette et emprisonné avec ses deux esclaves. Protégés par des membres de la Société des Amis des Noirs, ces derniers poursuivent en justice leur maître qui les garde en servitude sur le sol de France, alors que l'esclavage y est sporadiquement interdit. En leur nom, le 19 janvier 1776, le procureur de Junquière présente devant le tribunal de l'Amirauté une requête. Pour Gabriel Pampi, nègre originaire du Petit Goave, île et côte de Saint-Domingue, et Aminte Julienne, négresse originaire de Congo, côte de Guinée, contre le sieur Mendes, juif. Deux esclaves ont eu le bonheur d'aborder en France. Ils ont appris que l'air qu'on y respire est celui de la liberté. Cependant, le plus insensible des maîtres veut leur arracher le bienfait involontaire de les avoir conduits sur une terre qui ne connaît pas l'esclavage. Il les poursuit, il les menace. Dans la partie suivante, intitulée Moyens, l'avocat des plaignants affirme « Tous les hommes en sortant des mains de la nature naissent libres ». C'est donc une vérité incontestable que les chaînes de l'esclavage ont été forgées par les hommes, contre le vœu de la nature. Et négligeant la cause et le moyen par lesquels le fait esclavagiste s'est établi aux colonies françaises, le discours procède comme si c'était en tant que juif que Mendes avait acheté et gardé des esclaves. Presque toutes les nations ont, il est vrai, admis la servitude. Nous en trouvons des exemples dans celle du sieur Mendes. Les Juifs réunissaient en même temps l'esclavage personnel et réel. La suite de l'argument d'Édouard Moïse, le législateur, qui a mis des limites à l'esclavage,
mais accable les Juifs qui ont continué à en abuser, alors que les Lacédémoniens, les Grecs, les Romains, les Germains n'avaient pratiqué qu'un esclavage très doux, et que de même, le roi Louis le Gros en France l'avait supprimé jusqu'à ce que la découverte du Nouveau Monde obligeât le roi à le permettre dans les colonies. Tout au long de ce plaidoyer en faveur des deux esclaves, le procureur Saint-Génie a démontré que les esclaves ne sont que ce que sont leurs maîtres, et que si les Noirs sont dotés des défauts qu'on leur connaît, c'est seulement lorsqu'ils ont été acquis lors de leur arrivée au Nouveau Monde par de mauvais maîtres. Curieusement, l'avocat de Mendès renchérit dans l'accablement des Juifs. Sa défense de Mendès consiste à en faire un irresponsable du fait qu'il ne peut faire autrement que reproduire les vices de sa nation. La conclusion du procès donna raison aux Noirs qui furent affranchis. Mendès fit un recours en annulation qu'il perdit, puis un deuxième qu'il perdit aussi. On ne sait ce qu'il advint de Pampie et Julienne, mais les sources montrent qu'Isaac Mendès France retourna à Saint-Domingue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.